Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bébé et Confidence. Je suis Manon, je suis coach en sommeil et doula et aujourd'hui je vous propose un hors-série sur un thème un peu léger, un peu mignon. La dernière fois on a parlé des pleurs de bébé qui est un sujet un tout petit peu... au mieux polémique, au pire un peu lourd, on va pas se mentir. Donc on prend le contre-pied et aujourd'hui on va se parler d'amour. Et plus particulièrement, en fait, j'ai envie de parler d'un outil de psychologie qui est un appareil conceptuel qui a été développé par quelqu'un qui s'appelle Gary Chapman, vous connaissez peut-être, qui est très connu dans le monde de la thérapie de couple, figurez-vous, car c'est son métier. Et Gary Chapman, il a écrit un bouquin qui s'appelle Les 5 langages de l'amour. Et ça a l'air un peu cucul-à-praline comme ça, mais c'est un outil que j'utilise beaucoup en consultation. Tout simplement parce que ça vient parler de connexion entre les membres d'une famille. C'est ça qui m'intéresse, moi en tout cas. Et c'est vrai que même si c'est pas révolutionnaire comme idée, ça reste un appareillage théorique et conceptuel que moi je trouve très intéressant et qui peut parfois vraiment aider à faire sauter des verrous. Pourquoi est-ce que j'ai envie qu'on parle de ça aujourd'hui ? Parce que tout simplement, quand on a des enfants, on va dire un peu plus grands, c'est vrai pour les très jeunes bébés, mais c'est très marqué surtout, on va dire entre 18 mois et 5 ans, on traverse des phases de déconnexion. On traverse des phases, typiquement la première qui vient en tête c'est la phase d'opposition, mais il y en a d'autres, où l'immaturité émotionnelle de l'enfant prend beaucoup de place, qu'il y a beaucoup de tempêtes émotionnelles, on s'épuise en fait un petit peu dans le quotidien de la gestion de l'enfant. Et quand on est dans cet état-là, c'est un peu difficile de trouver de l'énergie, de trouver le recul pour se poser et s'interroger sur le lien, en fait, sur la connexion, la reconnexion qui est à remettre en place dans la famille. Donc, ce petit appareillage technique peut être une manière en fait de faire un audit justement des canaux du lien d'attachement qui existent entre deux membres d'une même famille, mais là on va parler de la relation parent-enfant. De faire un petit audit, de faire un audit de soi-même en tant que parent, de faire un audit des comportements de son enfant et de ce que ces comportements viennent traduire comme besoin ou comme envie, et de faire un peu un mix des deux. Donc, le détail de la théorie. Monsieur Chapman, appelons-le Gary, puisque alors vous n'avez pas sa photo, mais moi je l'ai sous les yeux, il est fort sympathique. Gary, donc, nous raconte que les 5 langages de l'amour, que voilà, on parle tous plus ou moins, mais on en a quand même un ou deux qui est, on va dire, dominant. Et dominant dans la façon dont on exprime notre affection, notre attachement, notre amour, et dont on le reçoit des autres. Et souvent, c'est pas les mêmes. Ces langages, quels sont-ils ? Le premier, c'est, de manière très évidente, les mots. Et en fait, il y en a plusieurs. Le langage des mots, c'est, je pense, moi, mon langage dominant. C'est tout ce qui va être dit, à portée encourageante, valorisante. Et puis, il y a ce qui est dit, qui est très important, mais il y a comment c'est dit aussi, la posture, en fait, bienveillante et profondément gentille qui habille le contenu de ce qui est dit. C'est un langage assez évident parce que quand on parle de langage, on parle de communication verbale spontanément et que donc du coup c'est de ça qu'on parle là en l'occurrence. Et c'est, je crois, en tout cas, peut-être l'un des plus faciles à mettre en place, parce qu'il coûte littéralement pas grand-chose, mais il y a quand même une idée d'intention derrière, c'est-à-dire dans le cas concret où on parle d'une relation parent-enfant, par exemple un enfant qui vient montrer son dessin tout fier à son parent, il y a une différence entre faire « Oh là là, mais c'est super, mais bravo, quel talent !» et balancer le dessin pour retourner à l'apéro. On le sait que c'est schématique, mais ça, c'est le premier cas de figure. Et deuxième cas de figure va être de se poser, de se mettre à la hauteur de l'enfant et de lui dire « Ah mais t'as passé du temps pour faire tout ça, waouh, c'est génial, ça me touche, merci, montre-moi, explique-moi ton dessin, qu'est-ce que t'as voulu exprimer, je trouve ça très joli, je trouve que tu as beaucoup de talent. » Et en fait d'avoir l'intention que le message qu'on délivre à l'enfant soit un message extrêmement positif et valorisant.
On a quasiment dit la même chose dans les deux cas de figure, mais avec une intention et une sincérité toutes différentes à chaque fois. Après, moi, mes enfants, par exemple, me font beaucoup de dessins, et que donc sur les 50 dessins que je reçois par jour, je suis d'accord, je ne peux pas me mettre à leur hauteur pour écouter ce qu'ils disent à chaque fois pendant un quart d'heure. Mais disons qu'on fait des prix de groupe, où on se dit, au 10e dessin, on se pose et on fait un gros débrief esthétique de la production du jour, par exemple. Et c'est ok si vous ne le faites pas à chaque fois. Mais disons que là, c'est une opportunité, par exemple, de parler vraiment ce langage de l'amour-là avec beaucoup de sincérité. Donc on a ce premier langage qui est le langage des mots. Et encore une fois, j'attire votre attention sur le fait qu'on se parle vraiment de comment on exprime et comment on reçoit. Parce qu'en fait, ça va être là tout l'enjeu de cet appareillage théorique, c'est qu'une fois qu'on a identifié quels sont nos langages et quels sont ceux des autres, il faut aussi voir comment on fait coïncider les deux. Je vous propose de continuer le listing et on parlera de cette question-là juste après. Le deuxième langage qui est isolé par monsieur Gary, c'est les petits cadeaux. C'est finalement c'est ça, c'est la science de l'objet matériel qui vient dire à quelqu'un j'ai pensé à toi, je voulais que tu aies ça, je t'aime, peu importe, mais qui du coup traduit quand même l'existence de cette personne et surtout des sentiments qu'on lui porte pour nous-mêmes. Les petits cadeaux, encore une fois, ça n'est pas nécessairement matériel, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une valeur monétaire, bien évidemment, et peut-être que ça peut toucher de recevoir quelque chose de très très cher, ou peut-être pas du tout, et la seule valeur symbolique suffit à donner de la dimension en fait à ce cadeau. Les enfants pour ça sont très bienveillants et généreux, et ça peut être vraiment ramasser un truc sur le bord de la route, un caillou, un coquillage, pour dire voilà, tu vois, j'ai pensé à toi quand je suis allée à tel endroit, etc. Ça peut vraiment être très chargé de valeur symbolique et assez peu du coup de valeur monétaire finalement. Et du coup, voilà, c'est dans l'enfance, en fait, dans l'accompagnement de l'enfance, avec typiquement les anniversaires, les Noëls et tout ça, on a une culture de la consommation qui invite aussi à produire, à faire des cadeaux, sans forcément trop d'intention, mais parce qu'il faut le faire, parce que on est invité à un anniversaire, ou bien c'est un anniversaire, il faut une offre matérielle, quoi. Ce qui n'est pas forcément la plus puissante quand elle est vidée, encore une fois, de l'intention de vouloir dire j'ai eu envie de te faire plaisir, j'ai eu envie de te montrer que je t'aime avec cet objet matériel-là en particulier. Donc tout est toujours une question d'intention, finalement. Le troisième langage, c'est les services rendus. Quand on parle de services rendus, il ne s'agit pas de faire l'apologie de la mise à disposition ou du syndrome du paillasson, où du coup on n'est que disponibilité pour autrui, c'est pas du tout ça. Mais le langage vraiment des services rendus parle de se rendre disponible pour aider, pour prendre soin, pour construire en fait. C'est vraiment ça. C'est prendre du temps pour faire une tour de Kapla de 18 mètres, par exemple. Et comment ça se traduit la notion d'intention dont on a déjà parlé pour ce langage-là spécifiquement ? C'est qu'on le fait librement. C'est, par exemple, ça n'est pas faire les devoirs parce qu'il faut qu'on les fasse. Je suis d'accord, on dépense de l'énergie, etc. Mais il y a une obligation. Donc c'est pas tout à fait un langage de l'amour. Le service rendu, c'est vraiment se mettre à disposition alors que rien ne nous oblige à le faire et qu'on le fait pour la simple et bonne raison qu'on veut partager ses ressources avec la personne qu'on aime, tout simplement. Quand on est parent, c'est parfois difficile quand on donne autant et souvent par obligation à nos enfants, c'est parfois difficile que quand il y a 5 minutes qui ne sont pas dictées par l'obligation justement, de les mettre à disposition de l'enfant et pas de soi-même. Ça peut être parfois très 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 compliqué, voire même quasiment impossible.
Euh, c'est normal, c'est ok. C'est juste que si c'est ça qu'on isole comme, qu'on identifie comme le langage dominant de l'enfant, le fait de prendre du temps pour construire, pour aller sortir dehors par exemple, pour faire à manger, faire des gâteaux, ce genre de choses-là, bah disons qu'on capitalise quoi, on fait une bonne fois 2 heures sur un truc par exemple, pour bien recharger les batteries, plutôt que de se forcer à faire 5 minutes tous les jours, là où toute la logistique d'avant et toute la logistique d'après est déjà dictée par l'enfant. C'est trop étouffant. Et si on a vraiment que 5 minutes pardon, de disponibilité par jour, il vaut mieux se les consacrer à soi-même en tant que parent pour pouvoir soigner tout le reste, plutôt que de se dire ok, j'ai 5 minutes de libre, allez, je les donne. Ça c'est pas possible. Comme disent les anglo-saxons, pardon, on ne verse pas d'une tasse vide, et c'est bien vrai. Donc si vraiment vous êtes dans un modèle où vous avez que 5 minutes par jour, pitié, donnez-vous-les à vous-même. Le quatrième langage, c'est le langage du temps de qualité. C'est pas juste être ensemble, dans le sens coexister dans un espace fermé. Ça n'est pas juste se percevoir, c'est se donner une attention absolue. C'est être ensemble, certes, mais de manière pleine et entière, et pas à moitié, ni dans sa tête, ni sur son portable, ni peu importe, mais pas ailleurs, quoi. Vraiment être pleinement disponible, pas forcément pour faire, mais parce que on pourrait se dire que le temps de qualité, et parfois c'est le cas, il y a un support, il y a une activité particulière qui sort de l'ordinaire. Ça peut être le cas, mais ce qui est important, c'est l'intention d'être avec cette personne-là, en l'occurrence l'enfant, mais ça peut être n'importe qui d'autre, que vous aimez, bien sûr. On perd pas le fil que ce sont des langages de l'amour, du coup. Mais l'idée derrière ça, c'est ça, c'est d'être absolument disponible, que votre espace mental soit disponible pour la personne, et voilà. Ça se rapproche du coup assez bien de l'écoute active. Parfois, le temps de qualité, moi j'exprime beaucoup mon affection comme ça, en proposant aux personnes qui comptent pour moi un espace d'écoute très absolu, très, bon, on essaye bienveillant, mais en tout cas vraiment pas distrait par quoi que ce soit d'autre. Moyennant, je suis parent comme vous, une intervention de mes enfants, contre laquelle je ne peux rien, mais sinon non, j'essaye d'être très absolue dans l'espace d'écoute que je propose, par exemple. Et donc voilà, au-delà des... je veux dire, quand on propose une activité comme support à ce temps de qualité, en fait, l'activité est toujours secondaire par rapport à la présence qu'on propose, en fait. Et puis le dernier langage de l'amour, c'est le toucher, le contact physique. Celui-là, il est un petit peu particulier, bien évidemment, parce que, encore une fois, il y a une intention de communiquer l'affection, comme on en a parlé jusqu'à présent. Mais là, il y a aussi tout un tas de limites à poser. Il y a une notion de timing pour tout. Hein. La disponibilité, c'est pas quelque chose qui est là par défaut, c'est quelque chose qui part, qui vient, etc. Et donc, il y a une question de synchronisation des disponibilités qui parfois se fait pas. Mais pour le contact physique, moi j'estime en tout cas qu'on peut avoir l'intention en tant que parent d'aller faire un câlin pour montrer son affection par exemple. Il faut toujours savoir et s'attendre à ce que même si l'enfant est la plupart du temps disposé à recevoir ce langage de l'amour-là, peut tout à fait dire non et doit pouvoir dire non de manière extrêmement libre et l'apprentissage du contact physique parle aussi de l'apprentissage du consentement et du fait de poser ses limites et de pouvoir dire non, tout simplement. Et ça vaut pour l'enfant, ça vaut aussi pour le parent. On peut vouloir être touché d'une certaine manière, comme on peut refuser complètement. Moi, par exemple, le matin, quand j'ai mon deuxième enfant qui a 3 ans et son langage à lui, c'est le contact physique, très, très, très clairement, et par les mains surtout. Lui, il a besoin de toucher avec ses mains. Et pendant très longtemps, il a dû s'endormir en tenant mes mains et en tripatouillant mes mains.
À 6 heures du mat, après avoir dormi 4 heures et parfois même avec des pauses, je suis OK avec le fait qu'il me touche les mains. Par contre, à 6 heures du mat, je ne suis pas encore prête à ce qu'on me touche le visage, par exemple. J'ai pas envie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai posé comme limite très tôt, de dire à mon petit deuxième, écoute chaton, t'es déjà dans le lit, c'est déjà pas mal, mais on peut faire un câlin, il n'y a pas de souci, on peut faire un câlin en se prenant les mains, en se prenant les bras, mais j'ai pas envie qu'on touche mon visage. Là tout de suite, je suis pas prête à ça. À moitié réveillée et pas caféinée, moi j'ai besoin qu'on me laisse tranquille à ce niveau-là, parce que je me sens très envahie à ce moment-là. C'est un petit exemple, mais tout ça pour dire qu'on peut aussi se poser la question de ce qu'on est prêt à recevoir en tant que parent. On a toujours un peu tendance à partir du principe, souvent nous les mamans, à se dire que nos corps ne nous appartiennent pas, qu'on doit se mettre au service d'eux tout le temps. Et il y a un degré de vérité là-dedans, dans le sens où nos corps sont nos façons de rassurer, d'accompagner, de porter, de sécuriser parfois. Mais il y a aussi un espace où on peut se dire, en tant qu'exemple de modèle d'aide de personnes adultes pour mes enfants, j'estime que c'est important de leur montrer ce que c'est que de poser respectueusement et avec bienveillance une limite. De dire, écoute, là tout de suite, moi je ne suis pas disposée à ça. Plus tard. Voilà. Donc, voici pour la collection des langages de l'amour, en tout cas tels que Gary nous en parle. Et c'est dans mon expérience, en tout cas, parce que vous le savez peut-être, mais je travaille avec... je connais assez bien, disons, les profils atypiques, les profils neurodivergents, donc les hypersensibles, les hauts potentiels, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, les TSA, troubles du spectre autistique, toute cette collection en fait de profils particuliers, je les connais assez bien. Et par exemple, dans ces profils-là, souvent les personnes qui ont beaucoup d'empathie sont des personnes qui ont pu développer ou beaucoup de ces langages de l'amour, qui donc sont beaucoup plus... qu'on peut toucher plus facilement et qui peuvent s'adapter, se conformer plus facilement à l'expression ou la réception de langages qui n'étaient pas leur langage prédominant. La suradaptation, c'est un sujet pour la personne atypique de manière générale, mais c'est vrai que quand la suradaptation est matinée d'hyper-empathie, eh bien souvent, c'est des personnes qui ont beaucoup travaillé tous ces canaux-là. Moi-même qui suis une personne assez empathique pour le coup, c'est vrai que je vois toutes les manifestations de ces langages de l'amour qu'on me porte à moi, j'en laisse pas passer une, quoi. Et donc je suis très verbale dans ma gratitude souvent. Et de la même manière, quand je détecte telle ou telle prédominance chez quelqu'un, c'est très facile pour moi de m'y conformer pour pouvoir dire à cette personne qu'elle compte pour moi de manière efficace. Maintenant qu'on a brossé un petit peu le tableau et l'offre, j'ai envie de dire, que Gary nous a préparé, l'invitation, pourquoi est-ce que c'est intéressant ? C'est que ça permet en fait d'avoir bien quadrillé, même si moi je pense qu'il y a d'autres façons d'exprimer son affection et qu'il y a d'autres façons de la recevoir, que c'est pas aussi cadré que ça, bien évidemment, c'est pas comme ça que la psychologie humaine fonctionne, mais ça permet quand même d'avoir un petit quadrillage pour, dans des situations très concrètes, venir observer un petit peu comment l'enfant déjà vient solliciter son parent, comment il vient connecter, avec plus ou moins de maladresse d'ailleurs, mais est-ce que l'enfant est plutôt physique, que ce soit dans une demande de câlin, ou pourquoi pas dans un comportement brutal, ce qui peuvent être les deux revers d'une même médaille, d'un besoin de toucher qui n'est pas assouvi, ou qui n'est pas assouvi efficacement. Est-ce que c'est un enfant qui va demander beaucoup d'attention, peu d'autonomie, avoir une difficulté à jouer tout seul parce que peut-être qu'il y a un besoin de temps de qualité et de disponibilité absolue qui n'est pas assouvi, c'est une possibilité. Est-ce que c'est un enfant qui va beaucoup parler et encore une fois, parce que un besoin non assouvi, ça peut s'exprimer de manière positive ou négative. Un enfant qui va dire beaucoup
de choses très positives à son parent, ses frères et sœurs, son entourage proche, ou alors des choses très, très négatives, t'es méchante, t'es ceci, t'es cela, qui, d'après moi en tout cas, peuvent traduire d'un besoin de mots plus encourageants, plus valorisants qui n'est pas assouvi. Voilà, regardez un petit peu les comportements et en ce qu'ils peuvent traduire d'un manquement ou d'un besoin qui est peut-être soit pas assouvi, soit pas de manière suffisamment efficace. C'est une première chose et il y a un premier audit de l'enfant qu'on peut faire grâce à cet appareillage-là. Et puis soi-même, en fait ça marche avec nos enfants, mais ça marche avec n'importe qui. Toutes les fois vous avez été frustré parce qu'on vous a fait un cadeau où vous êtes vraiment dit tu me connais pas, si tu m'offres ça c'est que tu ne sais pas qui je suis. Par exemple, que voilà, vous vous soyez senti pas suffisamment valorisé parce qu'on vous l'a pas suffisamment dit, ou un manque de temps de qualité, de vraiment un manque de disponibilité. Quand on a un langage de l'amour qui n'est pas, auquel on ne répond pas, auquel l'entourage ne répond pas, ça peut causer potentiellement beaucoup de frustration, un sentiment d'injustice, un sentiment de ne pas être valorisé, de ne pas être aimé à sa juste valeur. Donc venir regarder quand est-ce que vous vous sentez mal ou pas valorisé, ça peut être un indicateur sur quel est votre langage et du coup pouvoir mieux communiquer à votre entourage. Moi, je vois que par exemple tu m'as fait tel cadeau, etc. Pour me dire que tu m'aimes. Je t'en remercie et c'est fort gentil. Mais pour moi, il est plus efficace, par exemple, que tu me dises que je suis X, Y, Z, peu importe, que tu me le dises. Ou qu'on prenne du temps tous les jours, vraiment, sans portable, sans rien, pour pouvoir juste être présent l'un à l'autre. C'est un outil qui est, comme je vous le disais en introduction, souvent utilisé en thérapie conjugale. Et on comprend bien pourquoi, parce que c'est un outil de communication, en fait, de communication sur ses besoins et sur les besoins d'autrui. Mais moi, je pense que ça parle des relations au global, en fait, des relations précieuses au global. Donc c'est à sortir du cadre d'une relation romantique et à généraliser toutes les relations qui comptent pour vous. Parce que là où il y a de l'affection, il y a une façon d'exprimer l'affection. Et donc c'est toujours intéressant de regarder comment on reçoit et comment on exprime les choses. Et puis, du coup, quand on a identifié nos canaux d'entrée et de sortie et ceux des autres, eh ben, il y a des moyens termes à trouver, puisqu'effectivement, on est tous plus ou moins sensibles à tous les langages, hein, bien sûr. C'est pas parce que votre langage à vous, c'est comme moi par exemple les mots, qu'on peut pas vous faire un cadeau qui va vous bouleverser, par exemple. Moi, je suis très attachée à certains objets, pas du tout de valeur, mais des notes qu'on m'a fait, par exemple, des petits mots qu'on m'a laissés tout au long de ma vie. Ça, pour moi, ça a une valeur inestimable, par exemple. On est d'accord que les notes, c'est des mots sur du papier, donc finalement, on est un petit peu... on se recoupe quelque part, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc on est tous plus ou moins sensibles à tous les langages. Et ce qui est certain, c'est qu'on peut apprendre à les parler. On peut s'éduquer, se rééduquer à une forme de langage qu'on aurait pour X ou Y raison délaissé. On peut travailler, développer ses capacités d'écoute active. On peut, au départ, et c'est ce dont je parle souvent en accompagnement, travailler sur sa disponibilité auprès de son enfant en isolant, par exemple, un moment dédié dans la journée, 10-15 minutes, où il n'y a pas de portable, rien du tout, on met un timer et on sait que jusqu'à ce que le timer sonne, on est avec l'enfant et pour l'enfant, dans ce que l'enfant veut faire, ou on peut même lui proposer des choses, mais en tout cas, il n'y a pas de distraction. Et ça commence par des petits... Au même titre que quand on apprend à parler une langue, on commence à dire bonjour, merci, il y a une bière s'il vous plaît. Enfin, si vous avez les mêmes impératifs que moi, c'est comme ça que ça commence. Eh bien, quand on essaye de parler un langage de l'amour qui est un petit peu moins on va dire qui n'est pas dans nos canaux principaux, ça commence par des petits gestes, ça commence par... Typiquement, moi, pendant très longtemps, j'ai été très mentale et très peu... assez en difficulté pour exprimer l'amour ou l'affection par le contact physique. C'est mes enfants qui m'ont appris ça.
Par exemple, l'allaitement, ça a été un formidable moyen de connecter par le corps et de connecter par le toucher, ce qui ne m'était jamais arrivé avant, ou pas comme ça en tout cas. J'ai découvert mon amour viscéral pour les câlins avec mes enfants. Euh, mais ça a commencé par des câlins assez comme avec un bébé. C'est comme un bébé peut pas manifester son consentement de manière très claire. Par défaut, on touche, par défaut, on porte, parce qu'un bébé ne marche pas. Donc il y a beaucoup, beaucoup de contacts physiques. Et tout ça pour dire qu'on peut apprendre à parler tous les langages, pour peu que l'intention derrière soit une intention d'expression de l'amour de la manière la plus efficace et bienveillante possible. J'espère que c'est clair, j'espère que ce petit épisode très presque technique en fait qui vous présente cet outil relationnel-là vous aura plu. Et puis comme d'hab, hein, moi je vous dis merci pour vos encouragements, pour votre disponibilité manifestement, puisque je vous vois, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à écouter le podcast, donc je vous remercie. Et puis, n'hésitez toujours pas à m'écrire à podcast.bbetconfidence@gmail.com si vous souhaitez participer, ou bien en DM sur Instagram. Je vais vous souhaiter en tout cas une très bonne fin de journée si vous m'écoutez la journée, et une bonne nuit si c'est le soir. Et puis vous dire à la semaine prochaine pour un nouveau portrait.